Merci d'être avec nous pour cette série Histoire sur LCI. Nous y consacrons un épisode au président américain et à leur impact sur nous. On va revoir des événements et des images qui ont marqué. Souvenez-vous par exemple de l'assaut du Capitole, c'était en janvier 2021, un exemple du paroxysme du débat pour ou contre Donald Trump. Les pro-Trump envahissaient le lieu emblématique et c'était comme un précipité des extrêmes que les États-Unis peuvent produire. D'un côté, la grande tradition démocratique, de l'autre, le potentiel de violence à l'intérieur et à l'extérieur quand les intérêts d'empire sont en jeu. On va en parler avec l'historien Fabrice d'Almeida. Bonjour Fabrice. Bonjour Darius. Qui nous accompagne tout au long de cette série. Et avec vous, Nicole Bacharan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une des meilleures spécialistes des Européens, mais des États-Unis, pardon, pour commenter ces archives, des perles d'archives parfois que nous avons retrouvées. Chaque élection américaine est en quelque sorte une élection mondiale. Trump, Obama, Reagan, Clinton, Bush et les autres, ils ont leurs imitateurs ou leurs ennemis jurés. Dans cette galerie, Nicole Bacharan, Joe Biden, c'était les images assez récentes au G7 où il rencontre les Européens. Comment qualifier Biden? Qu'est-ce qu'il incarne dans cette longue série des modèles ou des anti-modèles? Je dirais qu'il incarne l'Américain classique. Élégant, grand, il a de l'allure, aimable, souriant, poli. Parce qu'il y a une politesse, une courtoisie, une classe américaine dont on a parfois perdu le souvenir. Et puis classique également dans ses options et ses positions à l'égard des Européens. Qui rassure, qui trompe peut-être. On croit que c'est un allié, alors que souvent c'est un dominateur, on en reparlera. Je crois que c'est un allié, profondément un allié. Il a conscience des intérêts communs. C'est pas forcément quelqu'un de très facile. Mais au fond, quel président est facile? Fabrice d'Almeida, le fameux geste, c'est très américain aussi, hein, la tape dans le dos. Chacun joue à taper l'autre dans le dos, puis on crée comme ça tout à coup une forme de familiarité, évidemment superficielle, évidemment artificielle, mais ça marche. Et en l'occurrence, on l'a vu avec le président Macron et le président Biden, c'est un code, mais c'est aussi un code d'alliance. Oui, mais en même temps, ça donne l'impression qu'on sort du protocole, qu'on n'a pas seulement affaire à des chefs d'État, mais qu'il y aurait éventuellement, parce que quand même, vous avez dit, les présidents américains représentent quelque chose pour nous, mais effectivement, on a l'impression qu'il faut être proche d'eux d'une certaine manière pour que la politique puisse bien se passer, pour qu'on puisse nous aussi tirer notre épingle du jeu. Donc tous ces échanges physiques, en réalité, masquent notre désir que ça passe bien, que ça se passe bien. Alors, déroulons l'histoire. Le président qui a écrit une grande partie de ces codes, notamment le côté à l'aise ou faussement à l'aise, c'est évidemment Kennedy en 1960 déjà. Les images du débat contre Nixon qui sont restées comme le modèle des campagnes américaines, en particulier à la télévision. Aujourd'hui, ça s'est banalisé, y compris en France, c'est devenu le modèle de chaque élection, mais le grand débat présidentiel, c'était le premier. C'est le premier, en 1960, le premier télévisé, et vous voyez d'ailleurs à l'apparence, c'est pas un face-à-face. En réalité, le face-à-face, c'est nous les Français qui l'avons inventé et qui l'avons mis en scène. Mais c'est vrai que l'idée d'avoir le duel comme ça en télé, ça se fait. Et ça va pas s'installer tout de suite. Parce qu'en fait, il va se passer que Nixon ayant perdu, il voudra plus en refaire. Et donc, il va falloir attendre Carter et Ford en 76 pour qu'on refasse un nouveau débat. Et on va découvrir l'importance de la télé, le fait que Nixon est un peu suant, qu'il a l'air moins à l'aise, alors que Kennedy est tellement solaire. Kennedy est splendide, voilà, il faut le dire. Et d'ailleurs, Fabrice, je sais c'est ça très très bien. Les personnes qui ont écouté le débat à la radio ont trouvé que Nixon avait gagné, parce que très argumenté, très au point. Ceux qui ont vu la télé, ils ont trouvé que Kennedy avait gagné. Il était bronzé, il avait l'air à l'aise, il était en pleine forme. Et Nixon avait l'air fatigué, transpirait un peu. Il avait facilement l'air marqué un peu d'un garçon des mauvais quartiers, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, évidemment, Kennedy a inventé vraiment la campagne télévisée, et même la campagne en couple, puisque Jackie, elle aussi, est devenue aussi iconique que son mari. Kennedy, jeune, son enfant qui joue à la Maison-Blanche. On enlève même le panneau central du bureau pour ces photos qui ont l'air tellement familiales et sympas dans le bureau ovale. Toute une com moderne de nos présidents aussi s'est écrite là. Absolument, et cette com-là, elle a jamais vieilli. Si le couple Kennedy est aussi iconique aujourd'hui, c'est parce qu'ils avaient la beauté, la jeunesse, l'élégance, une forme d'idéalisme aussi qui était important. Mais il faut bien le dire, ils sont, de par leur destin tragique, éternellement jeunes.
ils sont plus jeunes que nous aujourd'hui. Et donc, c'est vrai qu'ils sont restés des modèles de la séduction par l'image, sans aucun doute. Destin tragique, l'assassinat, évidemment, ce sont en novembre 63, ces instants que toute une génération se rappelle. C'est peut-être une des premières vraiment communions quasi mondiales. Oui, absolument. Moi, mes parents m'ont toujours dit où ils étaient, quand, comment. Ma mère, pareil, Voilà, je pense qu'on est très nombreux. Le président Kennedy est mort. Ouais. C'était un choc mondial, absolument. Avec le malentendu à l'époque déjà, on croit que Kennedy était ce président uniquement sympathique, facile, etc. Il était en réalité, notamment en politique internationale, un dur. Ah oui, un dur. Enfin, en tout cas, un anticommuniste sérieux qui n'a pas hésité à faire. Alors, on dit que c'est la CIA qui l'y a poussé, mais enfin, il s'est laissé pousser aimablement à faire le débarquement dans la baie des Cochons, à essayer de déstabiliser Cuba, qui pour eux était un peu une épine dans le dos, puisqu'ils pensaient que les Soviétiques allaient. Et puis, cette grande crise des missiles, hein, ça où, quand même, il tient tête et il invente, pour le coup, une stratégie très habile qui lui donne du temps, c'est l'idée du blocus naval, alors que déjà, j'aime beaucoup rappeler ça, les aviateurs voulaient bombarder et la marine voulait débarquer, et ils proposent toujours les mêmes solutions. On a des archives d'ailleurs, parce que Kennedy, comme d'autres plus tard, avait placé des micros, et quand il sortait de la salle de réunion, les militaires qui restaient derrière étaient écoutés. Et ils parlaient tous de ce blanc-bec, ce petit civil, mollasson, qu'on va lui montrer, etc. Donc c'est vrai qu'il a pris les choses en main après le fiasco de la baie des Cochons. Et ces ambiguïtés, près de 50 ans plus tard, on va les retrouver chez Barack Obama. Lui aussi, on le prendra parfois pour entendre, et il montrera sa dureté. Mais d'abord, c'est ce coup de génie du « Yes, we can » qui va devenir un slogan pas seulement américain, mais en large partie mondial. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. Voilà, autre icône évidemment de la communication, mais bien davantage que ça. Là, il s'est passé un moment, on peut resituer cet instant. Yes We Can, c'est à quel moment qu'il le lance, Fabrice ? Ça commence à partir du New Hampshire. À partir du moment où il a sa première élection, c'était son slogan de campagne, mais en fait, la première fois où ça accroche et où la salle le scande et c'est repris en direct. Et ça marche. Voilà. Parce que c'est vrai que l'idée a été proposée par quelqu'un de son équipe, et la réaction d'Obama et son entourage, c'était un peu banal, hein, Yes We Can. Mais ça a pris comme un feu de prairie, comme on dit aux États-Unis. C'est le génie de la simplicité, hein, les mots les plus simples en apparence qui font mouche. Et c'était aussi ce rêve américain, ça a été tout son discours, métis, avec un parcours, une mère un peu hippie, parcours original, un moment dans une école musulmane, dans un pays lointain. Tout était contre lui. Tout était contre lui. Et il est élu. Ça, évidemment, ça a été un déferlement mondial. C'est un déferlement mondial, et il y a parce que dans sa campagne même, il y a une passion qui s'est animée. Moi, je me souviens qu'en France, les gens s'engageaient pour Obama, peut-être comme on n'avait pas vu cela auparavant et comme on ne le reverra plus de la même manière. Et il y a cette idée qui est tellement forte en lui, celle du rêve américain, et qu'il arrive à incarner, alors que on le voit comme l'homme de la périphérie absolue. Je veux dire, effectivement, comme vous l'avez dit, métis, élevé dans un État qui n'est pas franchement un État central, mais tout de même, faut pas l'oublier, il a fait Harvard, et ça permet de le qualifier vis-à-vis de certaines élites. Le Obama de paix, celui qui au Caire parlera de paix, de dialogue entre civilisations, il va beaucoup compter. Oui, il va beaucoup compter. Mais c'est vrai que c'est un homme dont on a dit au début, il marchait sur l'eau, quoi. Il pouvait dire, faire n'importe quoi, il suffisait qu'il paraisse. Il dansait littéralement. Oui, il dansait d'ailleurs très bien. Il chantait très bien. Et donc, je vous amène à des trivialités, mais je me souviens avec mes amis, mes copines, comme on dit, quand il a quitté la Maison-Blanche, je me dis, oh, Obama descendant de l'avion, quoi. il y avait le talent, il y avait le physique, il y avait le rêve américain. Il y avait le moment historique aussi. Cet Obama-là, mais aussi l'Obama qui signe les ordres pour tuer par drone, sans aucun état d'âme, et puis évidemment la photo historique, le Obama qui est là, a donné l'ordre de tuer l'ennemi numéro 1 des États-Unis, Ben Laden. Toute la puissance américaine est là, hein. À tant de centaines de kilomètres de distance, on peut non seulement tuer son ennemi, là où on le veut, quand on le veut, filmer en direct, et le président peut dire « allez-y ». Là, c'était un moment très important. Ah oui, la War Room, c'est assez fascinant, hein. Et surtout, ce qui est fascinant, c'est que nous, en Français, on découvre à ce moment-là, effectivement,
tout l'appareillage de caméras. Je parle, nous, Français, gens normaux, peut-être les spécialistes connaissaient, mais les gens normaux, on découvre tout l'arsenal dont sont équipés les commandos, en l'occurrence les Navy Seals, avec des caméras qui permettent à ceux qui sont à l'état-major et à ceux qui sont dans la War Room de voir instantanément ce qui se passe sous leurs yeux et donc d'avoir la décision ou pas de finir la personne qu'ils ont en face. Et là, la décision a été donnée de tirer. Oui, c'est le président qui décide, oui, vraiment. Et tous les mardis, il y avait ce qu'on appelait le mardi des kill lists, c'est-à-dire les cibles les plus importantes des réseaux terroristes. Et là, c'était Obama qui décidait, qui donnait le feu vert. Et ça se fait chez les Américains à échelle industrielle. En France, François Hollande l'a dit, il y a eu quelques cas, mais rarissimes, où le président dit au chef d'état-major, oui, on peut tuer tel ennemi précisément. Les fameuses opérations homo, homo pour homme, donc abattre un homme. François Hollande les a utilisés notamment pour les Français qui sont passés chez Daesh et qui ont participé à des faits extrêmement graves contre la France et la coalition. Mais évidemment, ça a commencé bien avant. Il faut se souvenir que nous, sous De Gaulle, on en a effectué un certain nombre, notamment au moment de la guerre d'Algérie. À partir de là, Obama, mais ensuite Donald Trump, qui plaide pour une Amérique encore plus forte, ça a été, là aussi, comme le Yes Weekend, une expression qui a été emblématique. And we will make America great again. Thank you. Thank you very much. Thank you, Michigan. Madame Bacharan, vous avez suivi. Oh oui. Ça a été un grand moment pour une historienne, évidemment. Tout était inouï dans ce mandat de Trump. Tout était inouï. Il y avait Make America Great Again et il y avait America First. Et au fond, différent de Yes We Can, mais comme Yes We Can, ce sont des formules extrêmement banales. Quel est le président qui ne va pas mettre son pays en premier? Quel est celui qui va dire « Oh ben je vais faire un petit pays un peu modeste et minable ?» Tout ça est extrêmement banal. Mais là, il y avait derrière une charge d'agressivité, de colère qui rendait cela très préoccupant. Agressivité revendiquée, et là aussi certains en Europe ont mis du temps à le comprendre. Pour beaucoup d'Américains, c'est bien cette agressivité. Il faut être le plus agressif, ça n'est pas un défaut. C'est pas un défaut dans l'électorat de Donald Trump, sachant que cet électorat n'a jamais été tout à fait majoritaire, même s'il est très important, et que dans l'autre électorat, par contre, c'était quelque chose qui choquait tout autant qu'en Europe. Il y a un précédent jusque dans la formule, quand on dit rendre l'Amérique plus forte et plus grande, c'était Ronald Reagan, autre grand républicain, plus conventionnel d'apparence, mais lui aussi qui a surpris. Disruptif aussi à son époque. Mais effectivement, on a retrouvé le slogan de 1980 de Ronald Reagan, c'est « We can make America Great Again ». Donc on pourrait dire que d'une certaine manière, Trump s'est contenté d'enlever le « we can » et pour garder uniquement le « Make America Great Again ». Et ce qui est d'assez troublant quand on regarde depuis Nixon jusqu'à Trump, c'est qu'on voit un certain nombre de conseillers qui sont passés, des gens comme Allen, des gens comme Pence, des gens comme Haynes. Haynes, vous savez, qui fait Fox News. Eh bien, ce sont des personnages qu'on a vus passer dans le Parti républicain et qui ont porté ces idées un peu conservatrices, un peu, comme on dit, néoconservatrices. Et on va en parler avec Bush. Exactement, on en parlera plus tard. Ronald Reagan, l'homme de la guerre froide, l'homme qui en grande partie a réussi à vaincre le camp soviétique. Il a eu ce discours qui est resté dans les annales au mur de Berlin, s'adressant à Mikhail Gorbatchev, le chef du bloc rouge. Je vous propose la mémoire de ce discours. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Voilà, devant le mur de Berlin, ça a été pour toute une génération, là aussi, ce mur qui va finir par tomber, c'est le début d'une grande lutte anticommuniste. Tout est parti de là. Tout est parti de là et d'éléments qui se sont déroulés avant en toute discrétion. Quand Ronald Reagan est arrivé à la Maison-Blanche, donc en janvier 1981, il disait « Quand on me demande quelle est ma stratégie sur la guerre froide, c'est on gagne et ils perdent ». Et c'était peut-être le premier qui pensait que les Américains pouvaient gagner la guerre froide, que le face-à-face des deux blocs n'était pas quelque chose de figé, figé pour toujours. Et il a beaucoup travaillé dans le secret
avec le pape Jean-Paul II à l'époque, avec Solidarność en Pologne, et en écrivant aux leaders soviétiques, les uns après les autres, des vraies lettres personnelles. Mais enfin, monsieur Léonid Brejnev, voilà, nos peuples aspirent à une meilleure vie, etc. Alors, côté Brejnev, il n'y avait rien à faire, Andropov, rien à faire, Tchernenko, rien à faire, mais il a trouvé un véritable interlocuteur avec Mikhail Gorbatchev. La force des types sous-estimés. Mitterrand, quand on lui demandait qu'est-ce que vous pensez de Reagan dans l'intimité, il disait comme ça, il faisait le geste, c'est un double zéro. Mais ce double zéro était un génie en termes de ruse, notamment. Mais nous, on l'a méprisé. Il faut quand même dire les choses. Rappelez-vous l'élection de 1980. Tout le monde parle de l'acteur raté. L'acteur de série B. L'acteur de série B, c'est comme ça qu'on le décrit. Donc, on le voit ici avec Margaret Thatcher, influent non seulement en politique étrangère, mais en économie mondiale. Toute la vague ultralibérale, c'est lui. C'est lui, et c'est pour le coup une vraie rupture idéologique. Parce que d'ailleurs, c'est tellement indéfini que même son vice-président parlera de son économie vaudou. Pour dire qu'il arrive à concilier. Il veut faire beaucoup de dépenses militaires, donc dépenser, mais en même temps, il veut réduire le budget de l'État fédéral. Il veut faire de la dépense et en même temps, il veut réduire les impôts. Donc comment est-ce qu'on fait? C'est impossible, c'est inconciliable. Eh bien, lui y arrive. On se rend compte à ce moment-là qu'effectivement, en baissant les impôts, il y a plus d'argent disponible pour la consommation, la croissance est au rendez-vous, donc on peut à nouveau avoir des recettes fiscales et donc on peut faire de la dépense. Eh bien, c'est un peu le miracle qu'il arrive à accomplir avec Margaret Thatcher. C'est pas des libéraux, c'est pas des néolibéraux, faut pas l'oublier, ce sont avant tout des super patriotes. C'est ça qu'il faut retenir. Super patriote avec ce bras de fer face à l'ennemi soviétique qui va avoir ses résultats, et c'est vraiment la continuation d'une longue histoire. On partait de Kennedy, revenons à Kennedy, devant le même mur de Berlin, ça a été la fameuse formule, et on voit là à quel point il y a cette continuité, cette force de suite de la politique américaine. Ich bin ein Berliner. On mesure mal aujourd'hui, on mesure bien sûr, mais il faut s'y replonger. À l'époque, dans ce climat-là, ça a été un coup de communication extraordinaire. On a oublié que Berlin avait subi un siège. Elle a été fermée à la fin des années 40, en 1949, donc pendant plusieurs mois. Ensuite, il y a eu la construction du mur, très peu de temps auparavant. Et donc, lui, il arrive là-bas et dit « je suis un Berlinois ». C'est-à-dire qu'il dit « on est prêt à partager les mêmes souffrances que vous ». Pour le coup, c'est une marque d'identification et de solidarité énorme. Et c'est vrai qu'à travers tout ce qu'on vient de revoir ensemble, ça nous montre à quel point les États-Unis sont un pays qui croit à l'art oratoire, à la force des discours, les présidents et d'autres qui recherchent la formule. Kennedy, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Martin Luther King, qui n'était pas président, mais I have a dream. Et chacun a cherché cette formule, ce discours, et on voit, avec le regard de l'historien, que parfois ça change le monde. La foi dans les mots, ce côté quasi impérial, comme Jules César signait les commentaires de la guerre des Gaules, vraiment être grand capitaine, mais en même temps écrire ce qu'on va dire. Mais de fait, il publie des livres, il publie des mémoires, il publie des discours. Et puis, donc, ce que disait Nicole est tout à fait juste, ils savent s'inscrire dans la mythologie historique. Moi, Kennedy, rappelez-vous, c'est le mythe de Camelot. C'est le mythe d'un groupe d'hommes purs, de preux, qui se regroupent autour du roi Arthur et qui font les chevaliers de la table ronde. Et c'est comme ça qu'ils se vivent. Ils ont l'impression qu'ils vont avec des Pierre Challenger et autres, qui parlent un français d'ailleurs magnifique et qui pour nous sont sympathiques. Eh bien, ils ont cette idée-là qu'ils sont les preux, les justes. De ces images des années 60 à aujourd'hui, 2021, l'empire américain qui s'est étendu, l'empire soviétique est tombé. Gorbatchev disait qu'oralement, on lui avait promis que l'OTAN ne s'étendrait pas. Évidemment, l'OTAN s'est étendue jusqu'aux portes des Russes. Et on est dans ce monde-là, qu'ils ont voulu, ces présidents-là. C'est le monde qu'ils ont voulu, un monde dans lequel ils sont quand même pas mal contestés, sans oublier que tout de même des pays comme les Pays-Baltes ou la Pologne ou autres étaient très demandeurs de rejoindre l'OTAN. D'ailleurs, la question de l'Ukraine est posée et remise à plus tard, parce que c'est extrêmement conflictuel. Mais c'est vrai que d'un côté, les Américains voient le monde libre, tel qu'ils le conçoivent, destiné à s'étendre. Certains pays voudraient le rejoindre, et ce n'est pas du tout le programme de la Russie actuelle. Les Romains comptaient souvent leur vie en disant sous quel consul ils étaient nés, par exemple. On a comme ça, chacun se souvient du président sous lequel il s'est marié, etc. Il y a comme Bien ça sûr. des rapports. Pour vous, c'est qui votre favori, si j'ose dire, Nicole Bacharan?
Ah, ça restera Obama quand même, parce qu'on a vécu des moments tellement magiques. Je ne juge pas sa présidence, c'est autre chose. Mais son arrivée au pouvoir, oui, c'était magique. Et on va le voir encore dans la seconde partie. À chaque fois, on dit c'est un lieu commun, ça a changé, c'est fini. Mais cette idée que ce qu'un président américain fait, qui arrive à nous, ce côté conseil municipal de l'univers, c'est toujours vrai. Oui, c'est toujours vrai. Et je dirais peut-être même encore plus aujourd'hui, parce qu'on a des moyens de communication qu'on partage avec eux. On vit leurs événements, par exemple avec Google, où on est directement avec le moteur de recherche, le décor qui change et qui est directement d'eux et qui nous affecte immédiatement, instantanément. Donc oui, c'est effectivement... J'aime bien le conseil municipal de l'univers. Et leur guerre permanente, c'est bien sûr George Bush après le 11 septembre, la guerre d'Irak qui s'en est suivie et qui a changé le sort du monde. Nous en parlons dans la seconde partie de cette émission consacrée au président américain. À tout de suite. Nous nous retrouvons pour parler des présidents américains qui ont changé le monde et qui ont eu un impact jusque dans nos vies. Kennedy, Obama, Trump et les autres. George Bush, évidemment, dans la série. Notre consoeur Magali Barthès nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. George Bush, le 11 septembre 2001. On parlait tout à l'heure de l'assassinat Kennedy. Là encore, c'est une date évidemment que tout le monde a en mémoire. George Bush qui apprend la nouvelle, je crois qu'il est dans une école et il lit Ma petite chèvre favorite, c'est un conte pour les enfants et c'est une des images qui resteront. Interdit, silencieux, tenant ce livre pendant plusieurs minutes, comme écrasé en fait par ce qu'il sait qu'il va advenir. Et l'instant là où son conseiller lui apprend la nouvelle. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est comme hébété, il ne comprend pas très bien, mais il faut dire que c'est tellement choquant ce qui se passe à ce moment-là. Et il va vraiment prendre plusieurs minutes avant de quitter la salle et de réagir plus tard, d'ailleurs. En fait, ceux qui sont à la manœuvre à ce moment-là, c'est presque plus le maire de New York, Rudolph Giuliani, son vice-président Dick Cheney. George Bush, là, il est arrivé au pouvoir assez récemment et on a l'impression qu'il n'a pas les épaules à ce moment-là pour faire face. Ça, c'est le Bush dont on s'est beaucoup moqué, mais ensuite, il y a le Bush qui arrive à ramasser la situation, qui va sur les ruines fumantes et qui parle aux pompiers et aux secouristes. Et là, il reprend la main. Oui, il reprend la main et très très vite, il y a un mot qu'il lâche qui est très très important pour l'avenir des États-Unis et pour le nôtre, c'est le mot de guerre. Très rapidement, ce mot de guerre lui permet d'ailleurs de faire une chose à laquelle on ne pense pas immédiatement, mais en fait de resserrer avec des pouvoirs particuliers sur la Maison-Blanche. Parce qu'à partir du moment où il y a une situation de guerre, eh bien, il peut avoir plus de budget, plus de moyens d'intervention, plus de moyens de secours. Et donc, il a d'une certaine manière eu l'intelligence de créer la crise pour pouvoir agir. Oui, et puis l'Amérique, elle n'est jamais plus forte que quand elle est attaquée, qu'elle est mise au défi. Et c'est ce qui se passe ce jour-là du 11 septembre. Et quand on voit George Bush qui monte en effet sur les ruines fumantes et qui dit « Je vous vengerai », on ira chasser et on ira trouver les responsables. C'est un discours, c'est le discours d'un patriote et on sait combien les Américains aiment ça. Vengeance et guerre commencent là, sur ces ruines, ce jour-là, tout un enchaînement. Comment le résumer? C'est vraiment toute une partie du monde qui va basculer jusqu'à la guerre d'Irak, jusqu'aux effets sur l'islamisme, le terrorisme partout. C'est un véritable engrenage qui commence parce que d'abord, évidemment, il y a l'invasion de l'Afghanistan dans les semaines qui suivent, la chute rapide des talibans. Et puis après, ce qu'on voit, c'est que... en fait, les Américains décident de rester en Afghanistan pour imposer la démocratie. C'est parce que les néoconservateurs sont au pouvoir à Washington. Et là, c'est le début d'un engrenage, parce qu'en fait, on voit qu'aujourd'hui, les Américains partent de l'Afghanistan et qu'est-ce qui se passe? Ce sont les talibans qui sont en train de revenir au pouvoir. Cette guerre en Afghanistan, elle a coûté des milliards et des milliards, 1000 milliards, je crois, de dollars aux États-Unis. Et puis après, c'est vrai qu'il y a ce qu'il appelle l'axe du mal.
l'Iran, l'Irak, la Corée du Nord, il va commencer à pointer du doigt les pays de l'axe du mal. Et c'est vrai que c'est l'engrenage. C'est ensuite la chute de Saddam Hussein. Ouais. Avec une partie qui est fondée sur le mensonge. Tout le monde se rappelle l'image de Colin Powell montrant la petite fiole qui est censée représenter l'arme de destruction massive, ce que les États-Unis vont marteler et qui était faux. Oui, et puis les photos aériennes, toute l'information truquée. C'est d'ailleurs assez fascinant de se dire que c'est un modèle, j'allais dire, de la propagande négative. On l'enseigne dans les écoles, en réalité, ce mensonge, comme on enseigne dans les écoles le mensonge qui avait servi au Parti républicain en 1990 à obtenir la première intervention à la guerre du Golfe. Vous vous souvenez, ils avaient fait intervenir cette jeune fille qui s'appelait Nassiria en disant que c'était une victime qui avait échappé au massacre au Koweït. En fait, c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït qui était restée aux États-Unis. Et donc voilà, il y a déjà dans les deux guerres du Golfe quelque chose comme un engrenage du mensonge qui est lacérant pour les États-Unis, puisqu'au fond, la crédibilité dont ils jouissent à l'étranger reposait sur l'idée que c'était le pays, au fond, qui disait la vérité, qui avait la transparence, qui n'avait pas besoin de mentir. Et cependant, pour une partie des Américains, tant pis, de la même façon qu'on a gagné la guerre froide avec des alliances parfois pas très reluisantes, même avec Ben Laden, on peut s'allier à un moment donné avec lui pour être ensuite contre lui. C'est le jeu, on gagnera à la fin. Cette croyance qui est chevillée. Ah oui, cette croyance qu'au final, c'est toujours l'Amérique qui va l'emporter. Sauf qu'en fait, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé depuis le 11 septembre, on voit que non, l'Amérique l'a pas emporté, qu'elle quitte l'Afghanistan, comme je disais, que les talibans reviennent, que l'Irak, quand Barack Obama décide de replier les troupes, c'est l'État islamique qui s'y installe à la place. Donc non, oui, il y a ce patriotisme qu'ils ont vraiment chevillé au corps. Mais au final, les conséquences après le 11 septembre sont désastreuses pour le reste du monde. Hein. Les conséquences pour le monde, on a parlé de la guerre, parlons aussi de l'influence sous une forme plus impalpable. Parfois, on dit le soft power, on dit l'influence culturelle, sociale. Les présidents américains restent des modèles ou des anti-modèles. George Bush, la guerre d'Irak, pour ou contre, ça a été vraiment un marqueur très fort, y compris ici en France et en Europe. Idem pour Donald Trump, on y revient après la première émission. Être pour ou contre Trump sur les réseaux sociaux et partout, les excès de Trump, jusque dans un meeting, quand il se moque d'Hillary Clinton, quand il se moque d'un journaliste avec un culot qui évidemment paraît très grossier à beaucoup, mais qui plaît à d'autres. Now the poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. I don't remember. He's going like, I don't remember. Oh, maybe that's what I said. This is 14 years ago. They didn't do a retraction. Magali Barthès, ce sont des campagnes, ce sont des moments que vous avez suivis, vous avez beaucoup été aux États-Unis dans ces années-là. Ça paraît en Europe quelque chose qui vous tuerait. Aux États-Unis, ça a plu à beaucoup. Oui, ça a séduit toute une partie de l'électorat parce que Trump, alors il choque. Mais c'est vraiment ce qu'il veut faire, c'est choquer, parce que comme ça, c'est lui, ce sont ces petites phrases qui imposent le rythme, il est vraiment toujours en une des médias et c'est comme ça qu'il se fait élire. Et puis il y a ce qu'on sent au moment de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, c'est quand même cette détestation des élites. Là, vous parliez d'Hillary Clinton, c'est vrai qu'il se moque d'Hillary Clinton, il dit combien elle est corrompue. Dans tous les meetings, on entend dire « mais enfermez-la ». Et la foule reprend en chœur le slogan. Donald Trump, en fait, il a cette façon de parler vrai qui va permettre de remettre dans les urnes beaucoup d'Américains qui se désintéressaient complètement de la politique, qui se trouvaient être laissés pour compte, loin de la croissance, loin des villes, des côtes américaines, et qui, tout à coup, avec Donald Trump, ont l'impression que quelqu'un leur parle, qu'il y a vraiment un lien direct qui s'instaure avec eux, notamment par le biais des réseaux sociaux, dont il a usé et usé encore. Hein. Et de même qu'il y a eu un reaganisme qui a déferlé comme ça sur l'Europe, le trumpisme, encore aujourd'hui, notamment dans des milieux de droite ou d'extrême droite, ça a eu un succès inouï. Il a vraiment révélé une part des opinions. Mais il a révélé ce que beaucoup de gens attendent d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, c'est-à-dire le fait d'avoir une politique sans filtre.
Vous parliez des réseaux sociaux, et c'est vrai que c'est rare dans l'histoire d'avoir eu quelqu'un à ce niveau de pouvoir auquel on peut s'adresser directement et qui vous parle directement sur votre réseau social, vous recevez sur... Voilà, donc c'est le président tweetos, d'une certaine manière, et ça extrêmement passionné. L'autre chose, c'est qu'il met en avant les intérêts populaires américain. C'est-à-dire, en gros, il dit, moi, voilà, c'est la petite classe qui m'intéresse, c'est eux que je vise, ceux qui avaient des emplois dans les mines, ceux qui avaient des emplois dans l'industrie, qui les ont perdus, c'est à eux qu'on doit quelque chose. Donc tout ça, c'est un discours qu'on entend très bien, y compris en Europe. Donc cette dimension, j'allais dire populaire, populiste, effectivement, lui a valu le soutien de beaucoup de gens. Et puis ensuite, il y a quand même la diplomatie qu'il a eue avec ça, puisque un de ses conseillers, Steve Bannon, est même venu en Europe en 2018 pour essayer de créer une alliance des partis populistes européens, y compris en Angleterre, là où il y avait les partisans du Brexit. Avec un renversement qu'on va voir sans doute dans l'argument d'une partie de l'opinion ici en France, pendant l'année électorale, en 2022 en particulier, l'ancienne idée sur laquelle le petit peuple, comme on disait, vote à gauche pour des raisons sociales. Non, là, il y a l'idée que pour des raisons nationales ou nationalistes, ils votent à droite. C'est-à-dire que Donald Trump comprend tout de suite l'angoisse de la classe moyenne, des classes populaires blanches, paupérisées, qui se sentent à l'écart de la croissance, qui se sentent menacées par l'immigration. Et son coup de génie à Donald Trump, c'est le mur. Quand il dit, le mur n'a jamais été construit derrière, mais cette histoire de rempart face à l'adversité, face au monde extérieur, cette façon qu'il a de dire, on va rapatrier les emplois à la maison, on va lutter contre la Chine, contre les délocalisations, tout ça, c'est un discours qui parle profondément à cette partie de l'électorat qui, depuis des décennies, ne se sent plus écoutée par des élites qui paraissent déconnectées. Et c'est vrai qu'on peut se dire qu'on retrouve évidemment ce discours en Europe, qu'un Viktor Orban est quelque part l'héritier européen en Hongrie, avec lui aussi son mur pour bloquer les migrants, et quelque part un héritier de Donald Trump. Oui. Chaque président américain, ceux qu'on a cités et d'autres, sont le point de départ d'une sorte de vague intellectuelle, culturelle ou autre, qui déferle comme ça sur l'Atlantique, qui semble continuer en Europe. Des produits d'exportation. Oui, qui s'exportent très bien, mandat après mandat. Ce fut le cas aussi de Bill Clinton, élection en 1992. C'était le président à l'aise, l'homme qui jouait du saxophone. Ça a été une des images qui lui ont été accolées et qui lui resteront. Voilà, vous qui avez suivi beaucoup de campagnes, Magali Barthès, le Clinton, sympa. Ça a été là aussi une sorte de modèle politique aussi pour des Européens. Oui, alors ça s'est mal terminé parce que ça s'est terminé avec Monica Lewinsky quand même. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, ce côté très, très cool, ce swag qu'on a retrouvé un peu chez Barack Obama aussi, où les Français sont à ce moment-là totalement fascinés, d'ailleurs comme une partie de l'Amérique et du monde entier, par cette façon qu'il a de s'exprimer, de se mouvoir. Mais au final, Barack Obama, finalement, Nicolas Sarkozy disait tout de suite, c'est mon copain, copain ça a Barack. mal tourné après. Ça n'a pas très bien tourné après, parce qu'en fait, derrière ce style Obama, il y a quand même une vraie froideur, notamment avec les dirigeants étrangers, que Nicolas Sarkozy va ressentir très très vite. Et une dureté, on l'évoquait dans la première partie, avec quand il faut signer des ordres pour tuer, il le faisait aussi sans état d'âme. Mais là, Clinton, ce président à l'aise, qui met tout le monde dans sa poche, ça a été aussi un modèle économique, un modèle à campagne permanente. Les Tony Blair, tous les autres, toute une partie de la gauche européenne a changé. C'est vrai, c'est la conversion de la gauche européenne, pour le coup, aux méthodes de la droite réganienne, c'est-à-dire au néolibéralisme. L'équilibre budgétaire, la tension, pas de déficit, essayer de réduire la dette. Il y avait tout ça chez Clinton et il bénéficie quand même de ce climat. Il faut se rappeler, les années 90,
c'est la chute du mur de Berlin, c'est l'effondrement de l'Union soviétique, c'est Boris Eltsine. Pour le coup, les Américains ont gagné et ils ont l'impression qu'ils sont, ce que Hubert Védrine d'ailleurs qualifiera, ils sont l'hyperpuissance, le gendarme du monde. Et Clinton, d'ailleurs, a l'impression qu'on est quand même arrivé à quelque chose un peu comme une fin de l'histoire. Il n'y a pas forcément besoin d'intervenir partout. Bon, on peut, en 1999, larguer une bombe en Serbie parce qu'il y a les tensions au Kosovo. Mais il ne va pas faire de débarquement en Irak. Il va faire des sanctions économiques. Voilà. Il y a cette idée que, au fond, on a atteint un niveau où les organisations internationales, et Clinton va les respecter, peuvent permettre d'avoir un jeu collectif au profit de l'Amérique. Et là encore, un couple avec Hillary Clinton, je ne sais pas qui se rappelle la blague, hein, c'est Bill Clinton qui voit un pompiste et qui dit à Hillary Clinton, tu vois, qui dit à sa femme, tu vois, si tu avais épousé le pompiste, tu serais la femme du pompiste. Et puis Hillary lui répond évidemment, ah ben non, si j'avais épousé le pompiste, lui, il serait président des États-Unis. Elle a beaucoup compté aussi à côté de lui. Énorme, et c'est une des premières femmes qui est nommée à un poste officiel dans une administration présidentielle. Auparavant, la plupart, Nancy Reagan, elle a une influence, Madame Nixon, elle a une influence, mais elles n'ont pas un poste officiel dans l'administration, même Madame Kennedy. Alors là, on a une personnalité qui est telle, qui a fait Harvard, qui a les plus hautes qualifications, qui a une vision sociale, et donc il lui donne une place dans son administration. Et on parlait tout à l'heure, y compris des scandales, ça a été l'affaire Lewinsky, énorme scandale à rebondissement. Il y a survécu. Et là, l'habileté extraordinaire de ce président-là, qui donnera beaucoup de leçons, là encore, à des dirigeants ailleurs dans le monde, parce qu'il avait une certaine manière sympathique qui a dépassé ça. C'est vrai qu'il y a survécu et aujourd'hui, on le voyait bien par exemple au moment de l'investiture de Joe Biden, là, on voit qu'il est à nouveau mis en première ligne. Hein. C'est vrai qu'il a une vraie popularité aujourd'hui. Alors que je dirais que sa femme, non. Je pense que Hillary Clinton, ce qui s'est passé, son échec face à Donald Trump reste un tel traumatisme pour les démocrates qui n'ont pas vu venir, qui n'ont pas anticipé la détestation dont elle pouvait faire l'objet dans une partie de l'électorat américain, qu'elle ne bénéficie pas de cette image de sympathie que peut avoir son mari encore aujourd'hui. Hein. Qui ont été les enfants du clintonisme en Europe? On citait Tony Blair, mais il y en a eu d'autres, y compris sur la scène française, ces politiciennes ou politiciens qui en font étaient de gauche ou qui le sont restés, mais sous une forme qui s'est droitisée, quoi, pour dire les choses clairement. Moi, je pense quand même qu'on peut dire que le gouvernement qui fait l'union de la gauche en 97, derrière Lionel Jospin, il est un peu influencé par ça. Il est influencé par cette réussite et par l'idée qu'il va falloir faire preuve de réalisme économique. Et d'ailleurs, Jospin, qui bénéficie d'années de croissance, va dire, voilà, peut-être qu'il faut mettre une partie de cet argent pour faire un fonds de garantie des retraites, pour essayer de l'éviter. Voilà, il n'a pas pu rembourser la dette comme on l'aurait espéré certains. Mais voilà, il y avait quand même cette idée un peu de rigueur économique qui est venue avec une nuance, c'est qu'il fait les 35 heures. Ce que Clinton n'aurait pas fait. Magali Berthez, vous avez vraiment le regard de la journaliste spécialiste de ces sujets-là, qui a tellement été d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Ces présidents, un peu comme des empereurs romains, ils modèlent vraiment toute une génération. Oui, on a l'impression que ce qui se passe aux États-Unis, finalement, arrive avec quelques années de retard ensuite chez nous. Et c'est pour ça qu'on a regardé avec tellement d'intérêt le phénomène Trump. Parce que on a vu ensuite en Europe, c'est vrai, des dirigeants qui s'en inspiraient directement. Et d'ailleurs, pas qu'en Europe, hein, en Amérique latine également, je pense à Bolsonaro. Il y a vraiment cette idée que l'Amérique, elle donne le ton. Alors c'est vrai pour les présidents, c'est vrai dans les médias aussi, parce que pendant les années de la présidence Trump, les médias se radicalisent de manière incroyable. C'est-à-dire que CNN devient une véritable chaîne d'opposition. Et il y a cette façon où il y a une Amérique qui est extrêmement clivée, extrêmement divisée, et Donald Trump qui souffle sur les braises de la division. Et c'est vrai qu'on a l'impression de retrouver ensuite ce même phénomène en Europe. Et les effets sur l'Europe, la domination sans état d'âme, on parlait de cette influence qu'ils ont sur le monde, les fameuses stations d'écoute sur le toit des ambassades partout, que ce soit à Paris, à Londres ou ailleurs. Snowden les a dénoncés, ça continue, c'est le jeu. Les écoutes des alliés, oui, ce qui a fait scandale encore récemment. Mais le tournant quand même, du point de vue de la pensée mondiale, c'est que ça reste 2016. 2016, c'est le moment où il y a un mot qui apparaît dans tous les moteurs de recherche une expression que personne n'utilisait ou presque, l'expression de fake news.
l'expression de fausses nouvelles, de désinformation. À partir de là, on est rentré dans un monde qu'on qualifie parfois de post-vérité, qui pour les journalistes est un enfer, qui pour les hommes d'État est un enfer, parce qu'en fait, ils font l'objet d'attaques en permanence, sournoises, sur leur vie publique, sur leur vie privée. D'ailleurs, Trump n'y a pas échappé lui-même, et c'est vrai que ça a donné quelque chose d'extrêmement brutal dans la conversation mondiale. Oui, vous parliez de 2016. 2016, c'est une année vraiment charnière parce que quelques mois avant l'arrivée de Donald Trump, c'est le Brexit. Ouais. Et là aussi, le Brexit, moi, je trouve qu'on retrouve beaucoup les mêmes ressorts dans cette façon de parler aux classes populaires, vraiment de leur parler immigration, de leur parler de reprendre le contrôle. C'est vraiment les mêmes ressorts qu'on retrouve au Royaume-Uni et dans l'Amérique de Donald Trump. 2016, c'est une année charnière. Avec un Boris Johnson, on parlait des enfants de Clinton, un Boris Johnson qui peut être classé parmi les enfants de Donald Trump, évidemment. Évidemment, il y a énormément de parallèles entre les deux hommes, et c'est très, très flagrant quand on discute avec les électeurs du Brexit et les électeurs de Donald Trump. Il y a un nombre de parallèles qui est absolument stupéfiant. Oui. L'influence pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur aussi, rappelons quand même tous ces présidents américains qui viennent en Europe quand il s'agit d'honorer la mémoire des morts, ces cimetières américains qui sont toujours très impressionnants, la commémoration du débarquement, quel que soit le président français et le président américain. À chaque fois quand même, il faut rappeler cette Amérique-là aussi. La vieille alliance. La vieille alliance de la Première Guerre mondiale, Donald Trump est venu la célébrer, rappelez-vous, c'était en 2018 en France, pour manifester cette fin de la guerre. On a eu aussi auparavant, souvenez-vous de cette image d'Obama et Poutine sur les plages du débarquement, c'était en 2014, François Hollande était président, c'est peut-être sa plus grande réussite d'ailleurs, il réussit à avoir les Ukrainiens et les Russes ensemble en train de négocier alors qu'il y a pratiquement un conflit ouvert. Donc on a cette vieille alliance qui par moment permet de structurer, j'allais dire, quelque chose de notre amour réciproque. Parce que c'est vrai que nous, en France, on adore critiquer les États-Unis. On est même assez souvent pour dire que quand ça vient des États-Unis, c'est forcément mauvais. C'est un petit réflexe qu'on a. Hein. On est très fascinés aussi. Voilà, on est fascinés, mais bon, on essaie de garder cette petite nuance. Mais sur le fond, quand même, quand il y a les grosses difficultés, le regard se tourne vers les États-Unis comme quelque chose comme un cousin d'Amérique qu'on est content de revoir. La vieille expression de Jefferson qui disait les États-Unis, c'est l'empire de la liberté. L'empire de la liberté des deux à la fois. Hein. C'est la liberté, mais c'est l'empire. Chaque fois qu'il intervient, il prend toujours plus. Ça reste toujours le cas. Oh, ça reste, oui, évidemment, toujours le cas. Il y a quand même une volonté de puissance, même si ces dernières années, on voit un désengagement des États-Unis par rapport évidemment à l'ère de George Bush dont on a commencé à parler. Mais on voit bien que quand Joe Biden arrive en Europe pour le sommet de l'OTAN, il est accueilli comme le Messie parce que enfin l'Europe retrouve l'Amérique qu'elle connaît en fait. Hein, l'Amérique qui dit je serai toujours là pour vous défendre si un jour vous êtes attaqué. Et ça rassure. Oui. L'expression... Et le gendarme du monde, Joe Biden, est-ce que c'est une expression qui reprend, sans le dire, oui ou non, à son compte ? Pas tout à fait quand même. Il est plus mesuré. Et là-dessus, il a une forme d'habileté. C'est-à-dire qu'il n'a pas rebasculé. C'est-à-dire que ce qui est très frappant, c'est que Obama avait pris certaines décisions. Trump a basculé dans l'inverse. Lui ne fait pas l'inverse exact de Trump. Sur la Chine, il a une vigilance qui montre qu'en fait, il y a eu des effets de cliquet. Il y a eu des passages, des transformations qui ont eu lieu et qu'il prend en compte le monde tel qu'il est. Mais je crois que Magali l'a dit avec justesse. D'abord pour les intérêts américains. Et donc, nous sommes des alliés. Donc, quand nos intérêts sont convergents, OK. Mais si à un moment donné, nos intérêts divergent, et ça pourrait éventuellement être le cas sur les grandes entreprises américaines, la taxation, on est d'accord. Mais la liberté d'action, est-ce qu'on sera d'accord ? Ça peut, voilà. Donald Trump comme Joe Biden, ça reste America First. Hein. Il faut pas se leurrer, ça c'est vrai. Et attendant la fin de son mandat pour juger. Merci beaucoup à l'un et à l'autre. Merci à Enora Lemerdi, merci à Clémence Carré qui ont préparé cette émission. Série Histoire pilotée par Hélène Lecomte. Merci à vous de nous avoir suivis.
Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Jean-Michel Attal. Notaire et collectionneur, il nous reçoit à son cabinet avenue Hoche. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Laurent. Merci de Sois nous accueillir. bienvenu. Merci. Jean-Michel, pourquoi cette sculpture de cet arbre? C'est un arbre en résine de l'artiste suisse Hugo Rondinone. Et il a une histoire. Nous avons une maison très contemporaine dans la Médina à Marrakech depuis 20 ans. Et je voulais, dans un patio près d'un bassin, avoir un olivier. J'étais la seule personne au monde, je pense, à pas pouvoir faire pousser un olivier au Maroc. Et donc, j'avais décidé à l'époque d'installer cette œuvre que je venais d'acheter. Mais on a craint, avec la galeriste Almine Reich, que compte tenu des températures à Marrakech, je me retrouve avec une flaque de résine. Et c'est donc pour cette raison que cet arbre a rejoint mon bureau. C'est l'œuvre, je crois, de ma collection dont je profite le plus. Elle est constamment avec moi et ces branches que tu vois, Laurent, un peu torturées, me surplombent puisqu'elles sont juste au-dessus de ma table de travail. C'est mon lien avec la nature. Donc, c'est un faux arbre. Il est en 3 morceaux. Ses branches sont très torturées. Mais malgré tout, c'est mon lien avec la nature. Merci Jean-Michel pour cette confession. Merci.